En ce moment, tu vis deux types d'appels. Tu as le premier type d'appel, puis je vais commencer avec le plus simple, que tu commences au point A, puis ça finit vraiment au point B avec une vente. Tout découle super bien, le prospect est en ouverture, tu as des bonnes discussions, ça se passe bien. Donc bref, tu as ce genre d'appel-là, puis ça, je sais en ce moment, tu les aimes, pas on les aime, ces appels-là. Puis après ça, tu as aussi l'autre type d'appel qui, en ce moment, ça commence au même point de départ. Ça devrait se finir au même endroit avec une vente, par exemple, mais pour certaines raisons, ça finit pas là. Puis ça, c'est ceux qui te chicotent un peu plus, puis généralement, c'est pas ceux qui sont en minorité, c'est ceux qui sont en majorité dans ton écosystème. Bien, on va en parler un petit peu aujourd'hui de ceux-là. Pourquoi? Parce que quand tu décortiques ces appels-là, je suis certain que tu t'es rendu compte de certains points en arrière de ça. C'est-à-dire, tu t'es rendu compte que dans ces interactions-là, où est-ce que ça commence au même endroit, puis ça aurait dû finir avec une vente, puis ça finit pas avec une vente pour X raisons, puis tu n'as pas trop compris pourquoi, tu te rends compte que bien, les prospects là-dedans, ils n'étaient pas comme dans tes appels où est-ce que tout va bien. Tu t'es rendu compte que peut-être les prospects, on aurait dit qu'ils ne disaient pas toute la vérité, qu'ils cachaient une partie de la vérité, qu'ils gardaient des choses pour eux. Bref, la transparence n'était pas là, même que tu sens peut-être que les gens te mentent ou tu as peut-être même décelé un mensonge. Finalement, ça, c'est des choses qui arrivent des fois. Tu te rends compte aussi souvent que les prospects sont dans ces zones-là où est-ce que ça se passe pas comme tu voudrais. C'est souvent des prospects qui sont peut-être un petit peu plus froids, un petit peu plus résistants que ce que tu as d'habitude quand la séquence va bien. Je suis pas mal certain qu'en ce moment, tu es capable de figurer ça parce qu'on le vit tous finalement dans les ventes, peu importe le domaine. Bien, la réalité en arrière de ça, c'est que c'est pas un meilleur script, c'est pas une meilleure approche, c'est pas une meilleure question, c'est pas une meilleure manière de défaire les objections, c'est pas ta tonalité qui aurait dû être différente pour arriver à amener cette interaction-là où est-ce que ça aurait dû être un oui puis ça l'a pas été à un oui. C'est pas ça que tu as besoin en arrière de ça. C'est quelque chose de beaucoup plus sournois, beaucoup plus invisible que quand tu le sais pas, bien, tu sais pas ce que tu sais pas, mais quand tu le sais pas, tu le vois pas, mais un coup que tu le sais, tu peux juste plus le voir. Je te parle ici d'être perçu comme un typique vendeur. Donc, essentiellement, dans GoVente, puis ce que je fais, c'est la chose la plus importante, ça, de ne pas être perçu comme un typique vendeur. Essentiellement, c'est le plus gros combat qu'on mène dans une rencontre, une interaction de vente, c'est de ne pas être perçu comme un typique vendeur. Parce que du moment que tu es perçu comme un typique vendeur, c'est le moment où est-ce que le prospect sent qu'il a le droit d'être malhonnête avec toi, de dire toute la vérité, de cacher certaines choses, de te manipuler, de te manquer de respect. C'est le moment où est-ce qu'il croit qu'il peut faire ça parce qu'il te perçoit juste comme étant un autre vendeur qui veut faire de l'argent. Donc, c'est le plus gros combat que tu mènes en ce moment et du moment que tu es perçu comme ça dans le subconscient ou le conscient de ton prospect, c'est fini final, tu vas avoir ce genre d'interaction-là avec eux autres, ton interaction où est-ce que ça se passe pas comme tu voudrais. Donc, es-tu d'accord avec moi que si on ne veut pas se faire mentir, manipuler, on ne veut pas que les gens soient malhonnêtes, on veut que les gens soient transparents, ouverts avec nous, qu'on ait des discussions de profondeur, qui sentent que finalement on est un élément qui va l'aider dans cette aventure-là et non quelqu'un qui va jouer contre lui, si on veut vraiment ça, es-tu d'accord avec moi que ça vaudrait la peine qu'on se penche sur c'est quoi un typique vendeur, puis comment est-ce qu'on fait pour combattre ça, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être perçu comme un typique vendeur? Bien, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui finalement, parce que c'est la chose la plus importante, puis souvent on met notre attention sur des choses qui sont vraiment moins importantes que ce genre de truc-là. Donc, essentiellement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le subconscient de ton prospect, il sait que tu es un vendeur. Puis pourquoi est-ce que je parle de ce point-là spécifique? C'est que dans le domaine des ventes, on est tellement... Ça joue tellement contre nous être perçu comme un typique vendeur qu'on se donne plein de titres autres que vendeur. Tellement que c'est mal perçu, tellement que les gens ont une caricature de la malhonnêteté, de le genre de personne qu'on est, qu'on manipule, tout ça. On est obligé de se donner des titres. Je suis un spécialiste de XYZ, je suis un senior advisor, je suis un spécialiste de l'onboarding. Écoute, on a des termes farfelus dans notre domaine simplement pour ne pas être perçu comme un typique vendeur. Donc déjà là, je fais juste, puis aussi, je vais même le dire comme ça, on donne des noms à nos appels à Star, tu sais, appel exploratoire, appel découverte, on appelle ça des étapes, décider ça. On donne des noms particuliers aux vendeurs puis au processus de vente pour pas dire le fameux mot vente parce qu'on sait à quel point que les gens détestent ça. Donc, la réflexion part de là. Si on se donne des titres spéciaux puis qu'on donne des titres spéciaux à nos appels, il y a un problème derrière comment on est perçu. On se comprend là-dessus. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que même si tu es déguisé à travers un paquet de termes comme ça, de noms, d'adjectifs comme ça, la réalité, c'est que le subconscient de ton prospect sait très bien ce que tu es. Il sait très bien dans quel process qui est également. Donc, il sait qu'il prend un appel pour acheter quelque chose. Il sait qu'il va donc parler avec quelqu'un qui a les capacités de le closer puis de le vendre. Donc, son subconscient sait déjà ça avant même qu'il rentre dans la rencontre avec toi. Puis, ce qu'il faut
faut que tu comprennes avec ça, c'est que ben, c'est là où est-ce que tout va être la différence dans comment tu vas te comporter par la suite. Ce que je veux dire avec ça, c'est que tu vas pouvoir te positionner comme étant pas un typique vendeur ou comme étant un typique vendeur. Puis comment est-ce que tu vas faire ça? Puis j'aime mieux le dire, c'est pas dans ce que tu vas dire nécessairement. À un certain degré, oui, là, ce que tu vas dire peut être vraiment perçu comme un typique vendeur, mais pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que, tu sais, il y a bien des vendeurs qui vont dire, tu sais, c'est pas une rencontre de vente, c'est pas un appel de vente, c'est pas ci, c'est pas ça. Même si tu dis ces choses-là en début de rencontre, parfait, tu scores des bons points parce que c'est pas comme un typique vendeur, mais la réalité, c'est que tes comportements vont finir par te trahir si tu n'as pas les bons comportements, puis si tu ne sais pas comment bien te positionner comme étant pas un typique vendeur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le subconscient de vous et moi et de nos prospects, pour évaluer un autre être humain, on évalue toujours par les actions. Donc, pas par ce qu'on dit, mais par les actions. Fait qu'on a beau avoir un beau titre, on a beau avoir un beau nom pour le sales process, on a beau dire qu'on ne fera pas de vente à pression, puis qu'il n'y aura pas de ça aujourd'hui. On a beau dire toutes ces belles choses-là, ça reste des mots. Maintenant, est-ce que les actions corroborent réellement ce qu'on dit? Donc, c'est là où est-ce qu'il va y avoir vraiment une sélection dans laquelle catégorie qu'on est dans la tête des prospects. Donc, c'est-tu vraiment important de savoir c'est quoi les comportements d'un typique vendeur puis comment on fait pour se positionner contrairement à ça? Parce que tout se joue là-dedans finalement et ça se joue très rapidement dans les premières minutes d'une interaction. Les prospects le sentent. Puis, don't get me wrong, tu peux être parfait pendant toute l'interaction, tu es dans une objection, tu te comportes comme un typique vendeur, bingo, tu es dans la boîte du typique vendeur. Le prospect cherche toutes les raisons possibles, pas possibles de ne pas te faire confiance en ce moment. N'essaye pas d'y donner, donne-y pas des, on a bien de la misère à le dire, donne-y pas des raisons de ne pas te faire confiance finalement. Donc, c'est le plus gros combat que tu mènes et c'est ça que tu dois comprendre en ce moment. Donc, si on ne veut pas être évalué par nos prospects dans leur subconscient comme un typique vendeur, bien, à la base, il faut savoir comment est-ce que les gens nous perçoivent. Puis là, je vous ai dressé une belle liste pour être capable d'avoir toutes les perspectives pour vous les donner, vous allez être capable de vous évaluer sur ces points-là. Mais comment est-ce que les gens nous perçoivent? La première chose, mettez-vous dans vos choses de prospects, puis demandez-vous comme, c'est quoi votre propre perception réelle des vendeurs en réalité? Déjà là, vous allez être capable de trouver un paquet de points là-dessus, mais les gens nous perçoivent d'une manière assez particulière. Premièrement, dans le domaine des ventes, un vendeur par son prospect est perçu comme étant quelqu'un de très peu fiable. On n'est pas perçu comme des gens sur qui on peut réellement s'appuyer puis qu'on fait vraiment partie intégrante d'une prise de décision optimale. On est perçu comme des gens qui sont peu fiables, hein? Les vendeurs qui ne rappellent pas, qui ne font pas leur suivi, qui sont en retard, qui donnent des délais irréalistes sur plein de projets. Bref, il y a plein de comportements qu'on fait qui font en sorte que les gens, bien, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur nous, qu'on n'est pas super fiable. Ça, c'est une chose. Donc, autre chose, comment que les gens nous perçoivent comme étant des menteurs. Donc, on est perçu comme ça, hein? Quand on donne du faux scarcity, quand on exagère les bénéfices, quand on minimise les inconvénients d'un produit pour maximiser les avantages, tout ce genre de choses-là ça, c'est peut-être de la malhonnêteté, là, mais pas ce que j'ai dit en dernier, peut-être pas être menteur, mais ça reste que pour les gens, on est perçu comme étant des menteurs. On est aussi perçu comme des gens qui sont malhonnêtes. Hein? Donc, on ne mentionne pas certaines choses sur nos produits. Hein? On va représenter les pour, mais pas les contre. On va éviter des discussions que normalement, ça pourrait amener le client à peut-être hésiter, hein? Qui n'aille pas vers un oui. Fait que là, on va éviter certaines discussions. On va peut-être pas parler du prix rapidement parce que, bon, tout ce genre de choses-là qui amènent une impression de malhonnêteté en arrière des vendeurs. Autre chose, comment on est perçu par les prospects? On est perçu comme étant des manipulateurs. Donc, quand on pose des questions qu'on connaît déjà les réponses juste pour avoir du levier sur le prospect, on fait passer des stratégies de vente carrément comme si c'était une discussion authentique. Du moins, on essaye de le faire, mais ça paraît que c'est pas authentique. On met du scarcity encore une fois. Donc, bref, on manipule les gens pour arriver à un certain résultat. C'est comme ça que les gens nous voient. On nous voit comme étant insistants aussi. C'est assez standard l'insistance, mais hein, on pousse, puis on continue de pousser, on continue de mettre de la pression pour qu'une vente se produise. C'est des comportements qu'on voit. Ils nous perçoivent comme des gens qui sont dans le besoin, qu'on est désespérés. Donc, on cherche toujours à plaire. Hein? On se surjustifie. On veut vendre plus qu'on essaie réellement de comprendre. Donc, toutes des choses qui nous amènent à être perçus comme des gens dans le besoin, qui sont désespérés. On est perçus comme des gens qui sont aussi égoïstes. Hein? Fait qu'on parle beaucoup de nous. On aime ça s'entendre parler. On répond avant que le client ait terminé. On complète sa phrase. On sait déjà ce qu'il voulait dire. Tout ce genre de choses-là qui est très centré sur nous et non sur eux. Puis, on est perçu essentiellement comme des gens de très bas statut. Donc, on n'est pas comme des pompiers, on n'est pas comme des militaires, on n'est pas comme des médecins ici. On est perçu comme étant de très, très bas statut. Donc, déjà en partant,
Puis là, je pense pas que je viens de réinventer la roue quand j'ai parlé de c'est comment qu'on est perçu. Déjà en partant, je pense que tu le vois, c'est comme qu'est-ce qu'il y a de positif dans notre profession, dans la perception que les gens ont de notre profession. C'est normal quand on entend peu fiable, menteur, malhonnête, manipulateur, insistant, dans le besoin, égoïste, de bas statut. C'est-tu normal que les gens veulent nous mentir, veulent nous cacher certaines choses, qu'ils veulent pas tout nous dire, qu'ils veulent pas aller en profondeur avec nous, qui sont résistants? Je veux dire, c'est littéralement les comportements les plus normaux finalement face à ça. Donc, ils ont la réaction la plus normale et c'est à nous de se positionner différemment parce que finalement, la problématique que je parle depuis le début, c'est pas dans ce que tu dis, comment tu dis, blablabla, c'est dans ton positionnement dans l'interaction que tu as avec ton prospect. Tu te positionnes-tu comme un typique vendeur ou comme quelqu'un qui favorise la meilleure décision possible pour eux, donc pas comme un typique vendeur. Donc, ton positionnement est le problème, puis ton positionnement est la solution. Change ton positionnement, tu changes carrément le visage de tes interactions, puis la qualité des discussions que tu vas avoir avec tes prospects, puis surtout l'expérience aussi qu'ils vont avoir avec toi. Tu vas te rendre compte d'une chose, quand tu es positionné comme quelqu'un qui aide les gens à prendre des bonnes décisions et non comme un top vendeur, tu vas te rendre compte d'une chose qui se passe à travers ça. Les gens trippent d'avoir des interactions avec toi. Tes références go through the roof, sans compter les ventes que normalement tu n'as pas non plus avec ça, puis le temps et l'énergie que tu sauves. Fait que tu veux être là. Parce que, don't get me wrong, il n'y a personne qui veut un top vendeur pour la décision qu'il doit prendre. Le gars, il est prêt à prendre une décision de 5, 10, 15, 20, 25 000, peu importe combien le ticket est dans ce que tu vends. Il est prêt à prendre une décision qui va peut-être changer le visage de ses finances pour le reste de l'année ou les 5, 10 prochaines années. Il n'a pas envie de travailler avec un top vendeur dans l'interaction. Il a envie de travailler avec un top humain, par contre. Donc, oublie jamais ça. Donc, c'est comment que les gens nous perçoivent. Fait que c'est quoi les comportements spécifiquement qu'on a comme typique vendeur? Puis là, c'est à toi de t'évaluer avec ça, mais c'est simple. Mais souvent, on va mentir, on va manipuler. Ça, c'est des comportements carrément. Donc, le mensonge, manipuler. On ne va pas nécessairement divulguer toutes les informations. On ne va pas nécessairement parler du négatif. On va juste parler du positif. On va souvent arriver dans une zone d'objection où est-ce qu'il y a de la résistance, je vais le dire comme ça plutôt. Donc, quand il y a de la résistance, on va souvent combattre ou fuir, hein, fight or flight. Donc, il n'y a personne qui est comme entre les deux, là, qui n'est pas sur le fight ou sur le flight, qui est juste entre les deux. C'est un ou l'autre généralement. On va être très combatif. On ne va pas répondre nécessairement aux questions. Hein? Hey, combien ça coûte? Ouais, tu sais, c'est un peu comme si ici, tu étais dans un garage. Là, je veux dire, tu sais, je ne sais même pas si en ce moment, je peux t'aider réellement. Je n'ai même pas mis ton char sur le livre. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais même pas si je suis la bonne personne pour t'aider. Tu sais, ce genre de choses-là que tu viens faire quand tu ne réponds pas aux questions des gens, c'est toutes des caricatures d'un typique vendeur. Carrément, il avoue la game. Bro, tu es capable de me la donner, la braquette de prix en début d'appel. Là. Toi, tu sais pas combien ça coûte. Je comprends que tu sais pas si tu peux m'aider, mais tu es quand même capable de me donner une braquette, Colin Debin. T'sais? Donc, tout ça, c'est des choses, finalement, qui leur permettent c'est des comportements qui font en sorte qu'on se positionne dans le subconscient des clients comme des typiques vendeurs, puis qui font en sorte qu'ils se comportent comme qu'on veut pas qu'ils se comportent. Donc, si tu veux changer ces comportements-là pour avoir des interactions qui vont du point A au point B d'une manière efficace, puis qui est le fun à faire, bien, il faut que tu changes ton positionnement, finalement. Donc, ça, c'est la caricature générale. Fait que rien de positif, rien de trop bon, mais ce qui est vraiment nice en ce moment, c'est que tu écoutes ce podcast-là, puis tu vas littéralement avoir un avantage complètement désavantageux sur tous les autres vendeurs, parce que là, je t'ai fait une belle liste de c'est quoi les comportements d'un typique vendeur, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, puis maintenant, toi, viens voir ce que tu fais dans tes interactions qui fait en sorte que tu te positionnes sur certains de ces points-là. Tu n'as peut-être pas la liste d'épicerie au complet en termes de comportement, mais si tu en as 2, 3 là-dedans, c'est déjà way too much, puis comme je te dis, juste un comportement, même juste en fin de rencontre, ça va faire en sorte qu'on va te catégoriser là-dedans parce que tu restes une menace tout le temps. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on combat ça? Comment est-ce qu'on fait pour se positionner à l'encontre de ça? C'est très simple. Tu prends la liste de tout ce que j'ai dit là, tu t'évalues sur tous ces points-là et tu regardes finalement ce que tu fais, comment tu le fais finalement dans tes appels et tu fais le contraire de ça tout simplement. Donc, pour prendre un exemple vraiment simple, mais si on parle juste du positif d'un vente, guess what tu dois faire dans tes appels la prochaine fois? Parler du négatif, de pourquoi est-ce que ça pourrait être peut-être pas un bon produit, un bon service pour le client, pour après ça parler du positif. Tu agis directement à l'encontre d'un typique vendeur. Donc, si le prospect a de la résistance, ton but maintenant, c'est pas de combattre ou de fuir, c'est d'être entre les deux. C'est quoi qui est entre les deux? C'est de comprendre. Donc, là, tu as la liste pour être capable de faire le contraire de ce qui est perçu comme un typique vendeur pour ne plus jamais être dans cette zone-là, puis que finalement, tu aies l'ouverture, la profondeur, puis justement, je vais dire même le plaisir de discuter avec une personne qui n'est pas froide et résistante avec toi.